Devenir marchand de biens, est-ce que c'est facile? Dans cette interview exclusive, on a posé toutes les questions qui fâchent à un vrai marchand de biens. Les risques, les opportunités, vous allez tout découvrir sans langue de bois. La face cachée des marchands de biens, c'est maintenant. Merci Johan pour avoir accepté mon invitation. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, tout à fait. Merci Simon pour ton invitation. Ravi de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Du coup, je m'appelle Johan Vanier, j'ai 29 ans et je suis marchand de biens à temps plein. C'est mon activité principale depuis maintenant 2 ans. J'ai 3 opérations de réaliser, la troisième étant en cours de finalisation aujourd'hui. J'ai 3 opérations en cours et pour un total de 9 lots à la vente aujourd'hui. Ouais. Ok, du coup, tu es dans quel secteur? Alors du coup, moi j'habite donc je suis en France métropolitaine, j'habite dans le sud-ouest, Bayonne, donc dans le Pays Basque, et mon activité globalement, elle se situe dans le sud-ouest, on va dire principalement le département des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Voilà. C'est quand même une activité qui est relativement, enfin c'est plus pratique de mener cette activité, c'est clair, proche géographiquement de chez soi. Maintenant, c'est pas une obligation. On en parlera plus tard. Il y a quand même un certain nombre d'éléments qu'on peut complètement déléguer, voire s'associer avec des personnes à distance pour monter différentes opérations. Mais voilà, moi, mon activité, elle se situe en gros, principalement Landes, Pyrénées-Atlantiques, et on étudie aussi certains projets en Gironde, du côté de Bordeaux notamment. Du coup, je connais pas très bien ce secteur-là. En gros, tu as un rayon d'action de combien sur tes opérations? Ouais, alors en fait, les opérations sur lesquelles on se positionne et qu'on étudie, elles sont aussi, c'est beaucoup d'opportunisme, hein. Donc, ça dépend aussi beaucoup des projets qu'on nous propose via les personnes, principalement les agents immobiliers qu'on a en interlocuteur. Globalement, donc moi j'habite Bayonne, mon associé elle est sur Biarritz et globalement, allez, on étudie des projets qui se situent dans un rayon de 1 heure à 1 heure et demie maximum de route. Voilà, ça dépend de différents facteurs. En fait, l'éloignement en termes de temps de trajet, c'est pas le seul facteur à prendre en compte. Euh, Certaines opérations vont demander de passer plus de temps sur place que d'autres. Donc forcément, si une opération est à 2 heures de route, mais qu'on sait qu'on va devoir y aller 2, 3 fois seulement en l'espace de quelques mois, c'est quand même des projets qu'on peut étudier. Voilà, donc il y a différents facteurs à prendre en compte et aussi la connaissance marché. Parfois, on nous propose des opérations qui sont à 1 heure et demie de route de chez nous. On connaît rien au marché. C'est pas un marché qui est très liquide non plus. On en reparlera aussi plus tard, mais aujourd'hui, c'est important d'aller chercher des marchés à la fois des marchés qui sont liquides et aussi des biens qui sont liquides. C'est-à-dire qu'on va pouvoir revendre relativement rapidement parce que aujourd'hui, les taux d'intérêt ont relativement augmenté. Donc, on a besoin de conserver les biens en stock peu de temps. Donc, on va chercher des secteurs à la fois qu'on connaît un minimum ou au moins sur qui, avec des secteurs où on a quelqu'un sur qui on va pouvoir se reposer pour la commercialisation, qui connaît bien le secteur ou quelqu'un avec qui on va pouvoir s'associer ou autre. Donc, c'est un critère qui n'est pas strict, mais Ok. voilà un petit peu pour la position géographique, quoi. Ouais, bah, pour avoir parlé avec certains marchands de biens, on va revenir dans un instant ce qu'est un marchand de biens, parce que sur notre chaîne, on parle beaucoup d'investissement immobilier locatif. Vous achetez, vous louez. Là, on est vraiment sur une autre stratégie qui est l'achat-revente avec le profil de marchand de biens. Il y a des marchands de biens qui travaillent au national carrément. Ouais, Mais voilà, ce n'est pas forcément ce qu'on recommande pour démarrer et on c'est en clair. reparlera juste après. Du coup, la première question que j'ai envie de te poser, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un marchand de biens, est-ce que tu aurais une définition simple de ce qu'est un marchand de biens? Ouais, alors, un marchand de biens, on a plusieurs manières de le définir. On va dire globalement, dans l'essence même du métier, le marchand de biens, c'est quelqu'un qui va, donc c'est un commerçant. Ça, c'est important de l'avoir en tête dans la manière dont on appréhende son activité. C'est un commerçant un peu particulier. C'est un commerçant qui vend du coup des biens immobiliers. Et dans son essence, le marchand de biens, ce qu'il va chercher à faire, normalement, c'est deux choses. C'est-à-dire donc acheter un bien immobilier et le revaloriser d'une manière ou d'une autre. Donc, il y a plusieurs manières de revaloriser un bien immobilier, on va en parler. Et puis après, de le revendre dans une opération qui est viable économiquement. Et ça, c'est deux points qui sont importants parce que, enfin, en tout cas, dans ma vision de l'activité marchande de biens, parce que
C'est aussi possible. Maintenant, on le voit de moins en moins. Je pense qu'il y a eu beaucoup aussi d'abus là-dessus, de se rémunérer, de monter une opération viable économiquement, de faire de l'argent clairement sans ajouter de valeur au bien. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on voit moins, mais je sais que par le passé, en tout cas, il y a eu beaucoup d'abus là-dessus sur des marchands de biens un peu véreux, comme on dit, qui faisaient des opérations sans réelle valeur ajoutée. Et puis aussi, ajouter de la valeur à un bien, ça assure pas derrière de pouvoir se rémunérer dessus. Clairement, parce que je prends un exemple très simple. Si vous achetez un bien immobilier où il y a tout à refaire dans une région qui vaut 1500 euros du mètre carré, vous refaites tout, vous en avez pour 2000 euros du mètre carré. Votre coût de revient d'opération, il est à, j'en sais rien, 3000, 3500 euros du mètre carré. Vous avez un bien qui a un coût de revient qui est supérieur au prix du marché. Et là, du coup, vous n'avez pas d'équation économique viable sur ce projet-là. Donc, le marchand de biens, c'est voilà, quelqu'un qui va créer de la valeur et se faire rémunérer pour ça. Et donc, effectivement, c'est via des opérations d'achat-revente. Maintenant, ça peut prendre plusieurs formes différentes. Souvent, les gens associent ça à des opérations de rénovation clé en main. Ça existe, évidemment, mais il n'y a pas que ça. Hein. Ouais. Euh, Donc, justement, ouais, le métier de marchand de biens, ça fait, je sais pas si ça fait rêver. Quand j'ai préparé l'interview, j'ai marqué le mot sulfureux. ouais. Je sais pas, il y en a que ça fait rêver, il y en a qui détestent, à une image très négative. Est-ce que tu sais, justement, bon, tu as expliqué un petit peu juste avant, mais est-ce que tu sais pourquoi cette Ouais, je image? pense. Effectivement, c'est un métier. Alors déjà, je pense que c'est un métier qui est très mal connu de la part du commun des mortels. Et comme souvent, ce qui est inconnu, bah, ça attise les curiosités, les ragots, les on-dit, les mauvaises réputations aussi. Voilà, donc ça, déjà, c'est un premier point. Pour moi, c'est un métier qui est mal connu. Ensuite, c'est un métier un peu de tous les extrêmes, entre guillemets. Alors, on ne sauve pas des vies non plus, d'accord? On n'est pas médecin. Mais c'est un métier où la part de risque qui est prise, globalement, généralement, c'est un risque qui est très important. Ma banquière m'expliquait que dans leur grille d'évaluation des projets, le plus risqué en termes de projet, c'est les projets de marchand de biens. Voilà. En dessous, il y a les promoteurs, mais vraiment en premier, parmi toutes les professionnels qui financent, eux, c'était les marchands de biens. Donc et à juste titre d'ailleurs. Donc c'est une opération qui est très risquée. Et souvent, comme ce qui est risqué, il y a aussi donc un potentiel forcément de perte qui est existant, ça c'est clair, si on mène mal un projet, mais il y a aussi des perspectives de gains qui sont relativement intéressantes. Pourquoi? Parce que globalement, vous allez vous rémunérer. La marge, elle se calcule en pourcentage du coût de revient d'une opération. Et en fait, du coup, c'est vrai qu'on a un vrai phénomène, ce qu'on pourrait appeler de scalabilité sur cette activité-là, c'est-à-dire que se rémunérer, faire 20% de marge sur une opération, vous pouvez aller chercher des opérations qui ont un coût de revient plus élevé. Voilà. Au lieu d'opérer sur une maison dans une zone un peu rurale à 100 000 euros, vous pouvez faire la même opération dans une zone beaucoup plus tendue, sur un bien un peu plus grand, à un coût de revient de 1,5 million ou 2 millions d'euros. Et là, forcément, si vous faites 20% de marge sur une opération à 2 millions, on comprend tout de suite que ça fait des marges qui sont relativement importantes. Donc, le marchand de biens, il a cette possibilité d'opérer sur des marges, sur des opérations relativement importantes, de dégager aussi du coup des marges clairement significatives. Et ça, je pense aussi, il y a quand même un phénomène en France où les personnes qui peuvent réussir à dégager des quantités assez importantes d'argent, surtout via des biais, des phénomènes, des opérations qui sont un peu mal comprises du commun des mortels, forcément, ça attise aussi peut-être la jalousie, voilà, Ouais, les paroles sur cette activité-là. marchand de biens égale le mec qui va se gaver enfin, je veux dire dans l'état d'esprit des gens ou dans l'inconscient des gens, et marchand de biens égale le mec qui va gagner sa vie sur mon dos, il va me revendre un truc plus cher, etc. Ouais. Mais c'est un peu plus compliqué que ça parce que si c'était si facile, tout le monde le ferait, comme on dit. Ouais. Donc oui, il y a beaucoup d'argent à gagner potentiellement, mais il y a aussi une grosse prise de risque, comme tu le dis. Donc il ne faut Ouais. pas oublier, c'est comme en bourse, j'ai envie de dire, les gens qui font de la crypto-monnaie, ouais, ils peuvent gagner 50% en 2 jours, mais le lendemain, ils peuvent aussi les perdre. Donc Ouais. la Et proportionnalité des gains est relative au risque. Je pense que c'est ouais. important de le repréciser. Et merci, Johan, de repréciser ces choses-là. Ouais, tout à Euh, fait. Et si je peux ajouter un point aussi, je pense que globalement, les marchands de biens, à l'échelle nationale, ils ont une mauvaise réputation. Et je pense que c'est quelque chose clairement qui est mérité, qui vient pas de nulle part. Parce que, alors, Il n'y a pas de moi, fumée du coup, sans feu.
Non, voilà, exactement. Il n'y a pas de fumée sans feu. Moi, mon activité, elle est relativement récente, comme je vous disais. Du coup, ça fait 2 ans que je mène mon activité. Maintenant, on est quand même aujourd'hui dans un contexte de marché avec les différents outils, la réglementation qu'on a en vigueur, etc., qui nous permet d'avoir une relative transparence sur les informations du marché immobilier. Ce qui, il y a quelques années, n'était pas le cas, hein. Et notamment, on parle beaucoup des excès qu'il y a eu dans les années 90 où on avait un marché immobilier qui était beaucoup plus opaque. Les historiques de transactions, des prix n'étaient pas publics. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup plus d'informations sur le marché immobilier. On a aussi un accès à l'information qui est facilité via tout ce qui est formation Internet, contenu en ligne, etc. Dans les années 90, les gens n'avaient ni d'informations sur le marché immobilier et ils n'avaient pas d'informations non plus sur la manière de mener cette activité. Parce que il faut quand même, on en reparlera, mais il y a besoin d'avoir un socle de connaissances quand même relativement solide pour se lancer sur une opération de marchand de biens. On ne peut pas se lancer sur une opération de marchand de biens sans risque comme ça. Et donc, c'est vrai que dans les années 90, on n'avait pas encore Internet. L'accès à l'information était restreinte. Le marché était plus opaque. Et clairement, je pense qu'il y a eu aussi beaucoup d'abus de ce que j'ai compris. Et c'est vrai que nous, on le voit aussi un petit peu dans notre activité aujourd'hui. Sur certains biens qu'on visite, des projets qui sont réalisés par des marchands de biens. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils exercent et on sent clairement que les méthodes de beaucoup de marchands de biens qui exercent depuis quelques décennies, elles sont radicalement différentes, hein. Et effectivement, je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de mauvaises pratiques et on rencontre aussi parmi les visites qu'on fait, les gens les particuliers qui vendent leurs biens immobiliers, parfois ils ont vraiment un critère rédhibitoire, ils ne veulent pas vendre à un marchand de biens parce qu'ils ont eu, et parfois à juste titre, vraiment des mauvaises expériences avec des marchands de biens parce qu'ils ont bossé n'importe comment. Et l'activité qu'on fait, elle a quand même un impact sur la vie des gens parce qu'on vend des logements aux gens. Si ces logements, forcément, ils sont défectueux ou il y a eu des malfaçons derrière, ça peut être d'un point de vue technique, mais ça peut aussi être d'un point de vue juridique. Si on a vendu des biens avec des problèmes juridiques qui sont un petit peu passés à la trappe ou à travers les fils du filet par les notaires, ça peut avoir des conséquences graves pour les personnes derrière, les particuliers qui vont acheter. Donc, c'est vraiment une activité qui a de lourdes conséquences. Et je pense que quand on a eu un problème un jour sur un bien immobilier avec un marchand de biens, je comprends effectivement qu'on puisse être méfiant. Yes. Justement, tu parlais de risques, de connaissances qui sont quand même importantes pour se lancer. Moi qui commence à regarder un peu tout ce genre d'opérations, je confirme que entre faire de l'investissement locatif et faire des opérations de marchand de biens, en fait, il y a vraiment une marge, tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de juridique. Le juridique, c'est pas quelque chose qui se lit facilement, ça est sujet à interprétation. Donc, c'est pour ça que l'aspect juridique fait que c'est un peu plus compliqué pour moi. Après, c'est mon ressenti, ça ne veut pas dire que j'ai la vérité, mais en tout cas, je pense que c'est plus compliqué de démarrer une activité de marchand de biens que de démarrer dans l'investissement locatif en premier. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je te pose la question. Toi, tu es marchand de biens du coup depuis 2 ans. Est-ce que tu as commencé tout de suite par ça ou est-ce que tu as fait du locatif avant? Enfin, c'est quoi ton parcours? Alors, mon parcours, j'ai commencé en fait à me former dans l'investissement immobilier au printemps 2019. Maintenant, assez rapidement. Donc moi, en fait, avant, j'étais salarié, j'étais cadre dans le privé. Donc j'avais, et c'est important dans mon histoire, un salaire qui était correct. Et dès début 2019, du coup, j'ai commencé à me former à l'immobilier. Et au début, c'était pour du locatif. Voilà. En fait, j'habitais Paris. Je cherchais à faire de l'investissement locatif sur des immeubles de rapport. C'était des projets clairement qui étaient trop ambitieux d'un point de vue technique, avec des permis de construire, des vraies contraintes techniques À aussi Paris, oui. juridiques. Ouais. Alors, et du coup, donc là, c'était du côté de Rouen que j'essayais d'investir. Donc en plus, j'avais pas de D'accord. voiture. Je passais mes week-ends à aller à Rouen en train pour aller faire les visites, monter les projets, rendez-vous artisans, etc. Donc clairement, c'était une vraie galère. Et pendant 2 ans, en fait, j'ai essayé de mener des projets comme ça en locatif. Donc en habitant à Paris et en essayant d'investir autour de Rouen. Maintenant, c'était des projets qui étaient trop ambitieux. On a eu des refus de permis de construire, on a eu des problèmes sur des compromis qu'on a signés, etc. Donc, je rentre pas forcément dans le sujet parce que c'est pas l'idée là. Mais du coup, pendant 2 ans, je me suis formé sur le locatif en essayant de monter des projets. Maintenant, dès que j'ai commencé à m'intéresser au locatif, j'ai senti que clairement, à moyen terme, quelques années plus tard, j'allais avoir pour ambition de vouloir quitter Paris, revenir dans le sud-ouest, parce que moi je suis originaire du sud-ouest, donc pas là où j'habite actuellement, mais pas très très loin. J'avais envie de revenir ici et j'avais déjà en tête
l'idée de créer mon activité marchand de biens. Et ça, c'est important, le fait de l'avoir anticipé, parce que ça m'a permis à la fois de me former continuellement pour acquérir le socle de connaissances, on va dire, basique, minimum vital pour mener son activité marchand de biens, et aussi de commencer à mettre un peu d'argent de côté. Parce que une activité de marchand de biens sans un peu d'apport de côté, de capital de secours, c'est quand même difficilement envisageable, ça c'est clair. Donc, est-ce que tu as finalement fait un projet locatif, réussi à mettre, à acheter pour louer, ou est-ce que finalement ça n'a pas fonctionné et tu es tout de suite passé sur des opérations? Ouais, non, c'est ça. Et alors, effectivement, du coup, toutes les opérations que j'ai essayé de mener à Paris, en habitant à Paris, du côté de Rouen, elles sont tombées à l'eau parce qu'on a eu des refus de permis de construire, parce qu'on a eu d'autres sujets comme ça. Ensuite, du coup, dans mon historique, je suis parti de Paris début 2021. Et là, clairement, du coup, c'était le projet direct, c'était de monter mon activité marchand de biens. Ok. J'ai commencé à faire des visites, et en fait, assez rapidement, j'ai trouvé 2 biens sur lesquels j'ai pu me positionner pour monter mon activité marchand de biens. Il y en a un que j'ai mené du coup à titre, alors tous mes projets sont faits en association, un à titre perso, et l'autre du coup j'ai créé une SAS de marchand de biens. Donc ça, vraiment, les 2 premiers compromis, enfin les 2 premiers actes authentiques réels de ma vie que j'ai réussi à signer, c'était sur des opérations de marchand de biens. Et après, en parallèle, je montais aussi des activités, des opérations d'investissement locatif. Et ça, du coup, j'ai signé les actes authentiques de mes opérations d'investissement locatif quelques mois plus tard. Mais du coup, pour répondre à ta Ok. question, j'ai commencé par l'activité marchand de biens d'un point de Ouais. vue clairement strict. Maintenant, en fait, je me suis formé et j'ai essayé de monter des opérations d'investissement locatif pendant 2 ans auparavant. Et clairement, ça m'a servi, et je recommande pas forcément de se lancer. Enfin, je recommande même pas du tout de se lancer sur une activité marchand de biens tout de suite, sans avoir bossé au moins sur des projets locatifs, parce que quand on se lance sur une activité marchand de biens, on se lance vraiment sur une autre stratosphère de l'immobilier. Et je pense que une des erreurs qui est la plus courante, c'est des investisseurs locatifs qui se disent, ah ben c'est bon, moi je sais faire de l'investissement locatif, j'ai des investissements locatifs qui tournent bien, je vais passer un peu à la strate supérieure, le marchand de biens, sans forcément aller chercher à acquérir des connaissances supplémentaires ou à appréhender l'activité d'une manière différente. Je pense que appréhender le marchand de biens de la même manière qu'on apprend le locatif, c'est une des meilleures manières de foncer droit dans le mur, quoi. Ok. Et donc, justement, du coup, toi, tu as fait comment? Parce que tu as dit que tu t'étais formé. Ouais. D'ailleurs, c'est intéressant. Comment tu t'es formé sur le locatif? Tu as acheté des formations, tu as lu des bouquins, enfin, tu as rencontré des gens, tu as fait quoi? Ouais, j'ai acheté des formations en ligne. En fait, à Mhm. partir du moment où je me suis dit, OK, je vais investir dans le locatif, mon cerveau a switché. Je me suis dit, OK, je me focalise là-dessus. Donc, j'ai poncé le contenu YouTube, tout ce qu'on pouvait trouver de contenu gratuit. Pareil sur Internet. J'ai pris des formations en ligne. J'ai acheté des livres. Et surtout, alors, au bout d'un moment, j'ai senti quand même que j'étais dans cette espèce de syndrome du bon élève, où j'avais accumulé un socle de connaissances assez important. Et en fait, la décorrélation entre mon niveau de connaissance et mon niveau de pratique était assez important, quoi. Au bout d'un moment, on ne demande pas d'être spécialiste de la théorie de l'investissement locatif. L'objectif, c'est quand même d'investir, quoi. Donc, On est au d'accord. bout d'un moment, j'ai complètement après arrêté. J'ai un peu laissé ça de côté. Je me suis dit, OK, maintenant, je fais que des visites et j'apprends sur le tas. Et c'est vrai que euh, avoir des connaissances théoriques dans sa prise de notes, c'est bien, mais après, se retrouver sur le terrain, comprendre le marché, voir un bien immobilier, essayer de le comprendre techniquement, voilà, c'est un autre domaine. Mais effectivement, donc beaucoup de formations en ligne et après de la pratique. Et au fil des visites, j'ai beaucoup appris. Voilà. J'ai aussi une chance dans mon entourage. Ma compagne est architecte d'intérieur, donc c'était un vrai atout. Ça, c'est clair. Maintenant, on joue tous avec, c'est ce que je dis souvent aux gens, on joue tous avec les cartes qu'on a en main. Moi, je suis pas du tout du métier, pas du tout du bâtiment. J'ai fait des études qui n'ont rien à voir. J'ai commencé ma vie active, j'avais 0 sous de côté, donc j'ai tout mis petit à petit de côté. Et voilà. Et moi, mes cartes, quand je suis arrivé, j'avais 50, 60 000 euros de côté. Ma compagne architecte d'intérieur, et j'ai mon frère aussi qui a un degré de confiance assez important en moi, qui lui avait une situation stable avec des bons revenus. Et du coup, on s'est associés tous les trois, et c'est comme ça qu'on a monté nos premières opérations.
Ça, c'est super intéressant ce que tu dis. Parce que nous, on forme beaucoup de personnes également et chacun a son histoire et personne ne part de zéro. C'est-à-dire que Ouais, on a tous des avantages, on a tous des casseroles et le tout, c'est de savoir identifier quelles sont ses forces. Et toi, là, tu l'as très bien résumé. En gros, voilà, j'ai pas forcément d'expérience pour l'instant en tant que marchand de biens. Par contre, je connais ma femme, elle est archi. Mon frère, il a des bons revenus. Bam, je mixe tout ça pour pouvoir avoir un avantage compétitif par rapport à la concurrence. Et ouais, donc, le message que je veux refaire passer, surligner, c'est que peu importe si vous avez des difficultés, souvent on dit ouais, mais moi je suis tout seul, moi je suis trop vieux, je suis trop jeune, j'ai pas de sous, j'ai pas de revenus, j'ai pas assez d'épargne. Oui, ok, mais qu'est-ce que vous faites pour trouver des solutions en fait? N'oubliez pas, les perdants trouvent des excuses, les gagnants trouvent des solutions. Donc ouais. bravo pour ça, Johan. Et ça, c'est un point qui est vraiment fondamental et je veux vraiment insister dessus parce que du coup, aujourd'hui, je me suis entouré dans mon entourage, j'ai beaucoup de marchands de biens qui ont Alors qu'au de tous début, tu horizons. connaissais personne. Ah, je connaissais personne. Je connaissais absolument personne. Le métier de marchand de biens, j'ai découvert en 2019 quand j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier, que j'avais jamais entendu parler de marchand de biens avant. Je connaissais aucun marchand de biens. Dans ma famille, j'ai aucun entrepreneur. Voilà, classe moyenne, plutôt bas de la classe moyenne classique. Monter une entreprise, investir, personne ne sait ce que c'est dans ma famille. Et en fait, le pattern un petit peu que je décerne en tout cas chez tous les marchands de biens qui font ça à titre en temps plein, c'est qu'en fait, avant tout, ce sont des entrepreneurs. Voilà. Et le métier d'un marchand de biens, c'est de monter des projets, de réunir des ressources, de faire bosser les gens et de faire naître l'impossible de différents projets. Et ça, vraiment, c'est une caractéristique commune que je vois chez beaucoup de marchands de biens. Et j'ai échangé parfois avec des investisseurs locatifs qui me disaient ah, moi, l'investissement, le marchand de biens, ça m'intéresse bien, etc. Parce qu'en gros, et c'est vrai qu'il y a quand même un certain biais parce que dès qu'on entend parler de l'activité marchand de biens sur Internet, généralement, c'est surtout des belles histoires. Voilà, c'est beaucoup, surtout si on regarde sur YouTube, c'est beaucoup, et à juste titre, hein, c'est normal, hein, des gens qui vendent des formations et qui veulent mettre en avant les belles histoires, et c'est bien et c'est normal parce que ces histoires-là, elles existent. Et si on voyait pas ce genre de contenu sur Internet, on ne saurait pas qu'elles existent, on ne saurait pas que c'est possible, à moins d'avoir un marchand de biens dans son réseau. Donc, c'est des bonnes choses, mais maintenant, ça crée aussi un vrai biais où les gens pensent que monter une opération de Facile. marchand de biens, on achète, on détache un terrain, on fait 80 000 euros de marge et pop, merci. Alors qu'en fait, c'est quand même très, très loin. La réalité, elle est très, très loin de ça. Et donc, effectivement, les gens qui sont marchands de biens que je vois autour de moi, c'est avant tout des entrepreneurs. Maintenant, dans la catégorie entrepreneur, eux, ils ont décidé de faire de l'entrepreneuriat dans l'immobilier via du coup l'activité marchand de biens. Mais et du coup, pour en revenir à ce que je disais, ça m'est arrivé d'échanger avec des investisseurs locatifs qui me disaient moi j'ai fait 2 studios, c'est bien, je suis content, je voudrais passer l'étape au-dessus, faire du marchand de biens. Mais si globalement quelqu'un est investisseur locatif qui va sur des studios à 60 000 euros et pour acheter un studio à 60 000 euros, il passe 6 mois à reprendre son Excel pour voir si elle a 9,2 ou 9,3 de rentabilité brute. Cette personne-là, on sait déjà qu'elle n'a pas du tout le profil pour être un marchand de biens. Je pense que pour être marchand de biens, ça c'est clair, c'est une activité qui est difficile, qui est risquée et qui est très concurrentielle. Il faut être fonceur, quoi. Il faut avoir une appétence au risque relativement importante et il faut avoir envie de foncer dedans, de résoudre les problèmes les uns après les autres et vraiment d'être orienté solution et d'être un peu créatif, malin pour aller chercher les solutions. Et ça, je pense que finalement, c'est le métier d'entrepreneur, quoi. Ok, bon, maintenant que tu as découragé tout le monde de devenir marchand de biens, on a seulement les vrais qui sont motivés, qui sont encore là. Mettez un like, mettez un commentaire en dessous de cette vidéo. Et du coup, on va rentrer dans le concret pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, qui se disent non, mais moi, j'en veux, je veux le faire, je peux y arriver. Concrètement, quelles sont du coup les différentes stratégies, tu l'as dit, qui permettent de revaloriser un bien, d'apporter de la valeur et donc comme toute entreprise, on apporte de la valeur et on peut gagner de l'argent, on peut revendre et faire une marge. Ouais. Alors, les manières de créer de la valeur et de se faire rémunérer pour ça, dans l'activité marchand de biens, il y en a quand même un certain nombre. Maintenant, moi, je vais parler en fonction de… Donc là, c'est pareil, tout ce que je dis, quand même, on ne l'a pas précisé, mais aujourd'hui, c'est le reflet de mon expérience, de ma vision, des marchands de biens que je côtoie. Et donc, forcément, tout est subjectif dans ce que je dis. Si vous échangez avec un autre marchand de biens, et je vous invite à le faire d'ailleurs, si l'activité vous intéresse, vous aurez certainement aussi des sons de cloche qui sont différents. Les manières de créer de la valeur, donc il y en a plusieurs, comme on disait.
la plus courante, en fait, généralement, la première qu'on a à l'esprit, c'est les opérations de rénovation. On achète un bien qui est en mauvais état, on le rénove et on le revend forcément à un prix, au prix du marché, et à un prix du coup qui sera supérieur à notre coût de revient. Et la différence entre les deux, c'est notre marge. Ça, c'est les opérations auxquelles on pense le plus souvent. Maintenant, dans les faits, et surtout maintenant, on est dans un contexte quand même très particulier où trouver ce genre d'opération, c'est vraiment compliqué. Je fais juste un petit aparté. Après, si vous voulez, on parlera des autres types d'opérations. Donc là, sur les opérations de rénovation, globalement, on est dans un contexte, je pense que vous le savez, où le coût de la main-d'œuvre et des matériaux a vraiment explosé depuis le Covid. Donc, la rénovation, les frais techniques en eux-mêmes sont déjà beaucoup plus importants. Maintenant, on a eu quand même l'effet flambée Covid où les propriétaires qui vendent aujourd'hui, pendant 3 ans, ils ont entendu le marché s'enflamme, ils ont entendu leur voisin qui a réalisé une plus-value phénoménale en revendant leur résidence principale. Voilà. Et donc là, on le sent vraiment. Nous, on réalise plusieurs visites toutes les semaines, plusieurs dizaines de visites par mois en tout cas. Donc on a vraiment, si vous voulez, le pouls du marché en temps réel via les différents agents immobiliers. Et ce qui ressort quand même beaucoup aujourd'hui, c'est que les gens qui veulent vendre aujourd'hui, ils n'ont pas encore intégré que la fête est finie, quoi. Ils veulent encore être très gourmands. Donc, ceux qui ne sont pas encore prêts à la gorge, ils veulent vendre à des prix qui sont quand même relativement très, très élevés. Maintenant, le métier de marchand de biens, c'est d'acheter, mais de revendre. C'est-à-dire que quand on monte le business plan de notre opération, aujourd'hui, en fait, on se projette sur l'état du marché. Quand nous, on revendra les lots, c'est-à-dire dans quelques mois, voire un an, en fonction de la complexité de l'opération. Donc, vous le savez, on a des taux d'intérêt qui se dégradent, on a un contexte qui se dégrade, les conditions d'accès au prêt qui se dégradent. Et donc, nous, on est pris en étau parmi tout ça. C'est-à-dire les vendeurs qui veulent vendre à des prix très importants, le montant des travaux qui a explosé et nos acquéreurs derrière qui galèrent à avoir leur prêt. Voilà. Et donc ça, pour toutes ces raisons-là, aujourd'hui, les opérations de rénovation, toutes celles qu'on étudie, nous, on n'arrive pas à trouver des opérations qui sont viables économiquement. D'accord. Voilà. Ça c'est pour notre Ça, cas personnel à nous. voilà, ça ne veut pas dire Maintenant, que sur un autre secteur, il n'y a pas du coup à exactement. faire. Non, Voilà. exactement. Et alors après, donc là, il y a aussi le fait que nous, on se fait financer par les banques, ce qui n'est pas le cas de tous les marchands de biens. Il y a des marchands de biens qui soit financent cash, soit s'associent avec d'autres personnes et du coup permettent d'accéder à un capital qui est moins élevé. Ils zappent le système bancaire et du coup, ils passent par des investisseurs privés qui sont prêts à accepter des rendements moins importants sur le capital qu'ils prêtent. Et donc, ils accèdent à un capital qui est moins élevé. Ça, c'est un vrai avantage concurrentiel aujourd'hui sur notre activité, c'est clair. Et financer cash, évidemment, c'est aussi un avantage important parce que on voit aussi beaucoup de vendeurs. Ça fait plusieurs fois que les acquéreurs présumés n'ont pas leur prêt. Et donc, là, ils sont très frileux, ils en ont marre et parfois, ils sont aussi prêts à la gorge et ils sont prêts à vendre à des prix bien moins importants à condition derrière d'avoir un financement comptant. Donc ça, Ouais. c'est aussi un vrai avantage. Mais nous, sur les opérations qu'on étudie aujourd'hui avec notre situation où on emprunte et où aussi on est deux à vivre sur notre activité, avec mon associé, 2 personnes à temps plein. On a un nombre de lignes d'ouverture de lignes de crédit à la banque qui est limité. On ne peut pas faire 5 opérations en parallèle. Et donc, on a besoin de faire des opérations qui nous permettent de dégager suffisamment de marge. Parce que faire une opération, si on peut faire 3 opérations par an qui nous dégagent 30 000 euros, globalement, ça fait 90 000 euros de marge brute à la fin de l'année, avant impôts sur les sociétés, etc., les charges. Bon, je vous fais parler de ça, mais en gros, on ne vit pas de notre activité. Donc, nous, on a besoin d'aller chercher des opérations avec des marges quand même significatives pour à la fois pouvoir vivre de notre activité et pouvoir aussi la développer. Voilà, donc ça, encore une fois, c'est notre vision de l'activité aujourd'hui. Du coup, tu parles de marge. C'est l'occasion de dire à peu près quel pourcentage de marge tu vises sur une opération. Et est-ce qu'en fonction de la typologie de l'opération, tu vas prendre des marges plus ou moins élevées ou est-ce que c'est toujours pareil Ouais. Ça, alors, c'est une question qui est très intéressante, en effet. Après, on reviendra sur les différentes typologies d'opérations aussi, parce que je pense que c'est important de parler des autres typologies. En termes de marge, euh, alors, généralement, ce qu'on dit en premier abord, pour faire la réponse courte, c'est 20% du coût de revient. Voilà, ça, c'est la réponse très, très courte. Maintenant, elle cache beaucoup de réalité. C'est-à-dire qu'une opération qui a un coût de revient de 500 000 euros, dans le coût de revient, je mets prix d'achat du bien, frais de notaire, frais d'hypothèque, tous les frais techniques, les frais financiers. Et encore une fois, tant qu'on n'est pas marchand de biens, on n'a pas pris l'ampleur de tous les frais qui viennent nous tomber dessus. Donc, vigilance à ça. Mais en général, on cherche une marge brute, c'est-à-dire avant impôt, de l'ordre de 20%. C'est-à-dire, si vous avez une opération qui a un coût de revient de 500 000 euros, vous allez chercher à
avoir un prix de revente net vendeur si vous passez par une agence immobilière derrière de 600 000 euros. Voilà. Et comme ça, vous empochez 100 000 euros de marge Donc, on avant fait impôt. le calcul, il est simple. Donc, le coût de revient, c'est vraiment en gros tout ce qu'on va sortir, Voilà. tout compris. On exclut du coup la partie impôt, sauf Exactement. TVA peut-être. Tu vas compter la Ouais. TVA? TVA, du coup, alors nous, on l'avait plutôt dans. Alors, oui, en fait, il y a différents régimes de TVA et du coup, ça Ouais. va aussi impacter. Mais bon, là, déjà, on est dans un niveau de détail un peu plus important. Mais effectivement, les régimes de TVA vont impacter la marge. Maintenant, moi, je parle aussi hors TVA à payer, quoi. Ok. C'est vraiment ce qui Donc, vous reste sur le compte à la fin de l'année. Voilà. ok. Donc, tous les frais, l'achat, les frais de notaire, etc. Les travaux, s'il y en a, etc., etc. Ça vous coûte 500 000. Vous multipliez par 0,2, ça vous donne 100 000 euros que vous ajoutez du coup aux 500 000 et ça vous donne du coup le prix que vous devez revendre. C'est-à-dire les 600 000 euros que tu prends dans l'exemple, c'est le prix de revente une fois que tu as revendu. Ouais, et tu as revendu, tu as tout payé. Éventuellement, la Revendu, tout TVA que tu payé. as payé, l'agent immobilier pour ça, comme c'est vraiment tout, quoi. À la fin, on ne va plus te D'accord. chercher d'argent là-dessus, à part les impôts, quoi. Ouais, donc Ah, donc ça, c'est pas 600 000 qui va être vendu, c'est peut-être 670 000, 650 000 parce qu'il y a des ouais, frais d'agence, des frais de TVA, de la TVA, éventuellement. etc. Ok, Ouais, tout très à clair. fait. Alors, donc ça c'est la réponse courte. Maintenant, on rencontre aussi des gens qui recherchent, eux, ils se positionnent que sur des OP avec des marges de 30%. Voilà. Donc, il y en a certains qui ont des critères beaucoup plus importants. Généralement, c'est des gros opérateurs qui ont beaucoup de fonds, qui financent en grosse majorité par fonds propres et donc qui peuvent aller sur des opérations de plusieurs millions d'euros. Et quand même, ce qu'on voit, c'est que sur des opérations à 300, 400, 500 000 euros de coût de revient, on est en concurrence, bon maintenant un petit peu moins avec le contexte bancaire, mais on est en concurrence avec des investisseurs locatifs. Un marchand de biens, généralement, si vous avez un investisseur locatif en face, vous ne pourrez pas être concurrentiel. Ça peut être soit sur le prix, parce que vous avez besoin de toucher le bien à un prix qui est un peu plus faible, soit sur les conditions, parce que sur le marchand de biens, il est un peu chiant quand même sur les conditions d'urbanisme, voilà, parce qu'en fait, vous êtes un professionnel et vous devez revendre un bien qui est ultra clean derrière. Et si vous faites pas, si vous revendez pas ce bien ultra clean, vous pouvez avoir des ennuis derrière. Donc, vous devez avoir des conditions et généralement un prix un peu plus faible. Donc, effectivement, sur des opérations avec des coûts de revient un peu plus faibles, on est en concurrence avec des investisseurs locatifs classiques. Maintenant, il y a des gros acteurs sur des projets à plusieurs millions et il y a souvent moins de concurrence. C'est aussi beaucoup de off-market et ils recherchent souvent, dans ce qu'on voit en tout cas, des marges plus importantes. Après, il y a un autre point. Nous, on s'est déjà aussi positionné sur des opérations. Alors déjà, si vous ne passez pas par le système bancaire, votre marge, vous êtes libre de la fixer comme vous voulez. Hein. Vous pouvez très bien bosser pour des OP à 10%, à 10% de marge. Hein. Voilà. Maintenant, les banques, pour financer, elles demandent généralement un certain apport et aussi une marge prévisionnelle qui leur permet de se sécuriser sur l'opération. Généralement, c'est pareil, ça dépend des banques, mais ils vont demander une marge aux alentours des 20%. Maintenant, nous, ça nous est déjà arrivé de se positionner sur des opérations, sur une opération à 16-17%. Donc, c'était une petite opération, mais en fait, ce qui a porté notre choix, c'était le fait que l'opération était ultra simple à gérer. C'est-à-dire on déléguait tout au géomètre, à l'agent immobilier, on allait juste 2 fois sur place. Et après, en termes de risque aussi, on savait que le risque qu'on prenait, parce qu'on s'était couvert via différentes conditions suspensives, le risque était très limité. Et d'ailleurs, notre opération a capoté. Donc, en fait, le risque, c'était 2 000 euros, de perdre 2 000 euros et un peu de temps. Bon, et du coup, c'est ce qu'on a perdu. Mais derrière, la marge à aller chercher était de 65 000 euros de mémoire. Et par contre, voilà, on avait à la fois pas grand-chose à faire en termes de déplacement sur place et aussi un risque très limité. Donc là, on s'est dit, OK, allons-y, 17%, mais bon, c'est toujours 17% à prendre, ça ne nous immobilise pas beaucoup de capital, c'est parti, on y va. Et donc, voilà, donc il n'y a pas de critères stricts. Maintenant, sur une opération complexe qui va être tenue longtemps, qui va nous immobiliser de la trésorerie, qui va représenter un risque, franchement, pour 20%, on n'y va pas. On va plutôt chercher du 30%. Voilà. Encore une fois, c'est à arbitrer en fonction des opérations. Et après, au-delà de la rentabilité en pourcentage, il y a aussi, comme je disais, nous, on a besoin de vivre de notre activité. On s'est fixé des objectifs de chiffre d'affaires et faire une opération à 40% de marge, mais sur un coût de revient à 100 000 euros et donc qui nous dégage 40 000 euros de marge, ça ne nous intéresse pas. Ouais. Et puis de toute façon, tu vas être en concurrence, comme tu l'as dit, du Ouais, coup avec des investisseurs locatifs.
Justement, quel est le seuil que tu as identifié de ton expérience? Donc, on a compris que trop bas, quand le budget est trop bas, en gros, tout le monde peut y aller, tous les investisseurs peuvent y aller. Et quand c'est trop haut, là, tu es dans des sphères où les mecs, ils ont tellement de pognon qu'ils peuvent acheter en fonds propres. Donc, le marchand de biens, pour toi, il est entre combien et combien? Bah, je pense que ça dépend beaucoup du secteur. Ouais, Ouais, moi, j'habite sur la côte basque. Les OP qu'on étudie sur Biarritz, en fait, à 1,3 million, face à nous, on a des particuliers, quoi. Et les particuliers, c'est leur résidence principale, coup de cœur. Eux, ouais, ils s'en foutent un peu, quoi. Donc, ouais. ça dépend de votre marché, je dirais. Et ça, je pense que c'est les agents immobiliers qui peuvent vous fournir des indications sur ce marché. Alors maintenant, on étudie des projets aussi dans des villes où au-delà de 400 000 euros, bah, déjà, il y a plus grand monde, quoi, en termes Ouais. d'investisseurs locatifs. Voilà, là, pour le coup, je pense que la réponse, elle est vraiment locale, quoi. Ok, ça marche. Très bien. Bon, du coup, on repart sur les Ouais, autres stratégies de. Donc, on a vu la première sur la rénovation. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour gagner de l'argent en marchand de biens? ouais, tout à fait. L'autre grosse pratique, on va dire, en marchand de biens, c'est la vente à la découpe. C'est-à-dire, vous achetez un ensemble immobilier et vous allez chercher, du coup, à revendre différents lots de cet ensemble immobilier. Alors, ça peut être soit le coût un peu classique auquel on pense, c'est acheter un immeuble de rapport. Vous achetez un immeuble 3, 4, 5, 10, 30, peu importe, appartements. Du coup, vous avez de ce fait, généralement, quand même, une légère décote en fonction du marché par rapport au prix du marché. Du coup, vous allez essayer d'optimiser ou pas, de mettre en copropriété et de revendre à la découpe. Voilà. Ça, c'est un type d'opération assez classique. Vous n'allez pas seulement sur des immeubles de rapport. On peut aussi faire ça sur des ensembles immobiliers. C'est-à-dire, vous avez une maison avec une annexe, peut-être un studio au fond du jardin et éventuellement aussi un bout de terrain constructible. Et du coup, vous allez pouvoir optimiser, vraiment exploiter le plein potentiel de cet ensemble immobilier en le revendant à la découpe et aussi, du coup, en cherchant à créer de la valeur pour chacun des lots. Donc, il ne s'agit pas juste d'acheter, de faire passer le géomètre et de revendre à la découpe. L'idée, c'est aussi de se poser la question, OK, comment je peux créer de la valeur pour mon acheteur derrière? Et donc, parfois, vous avez une grange, vous allez pouvoir viabiliser la grange, éventuellement la démolir, la vider, peut-être refaire la toiture, Hmm. déposer toutes les autorisations d'urbanisme, permis de construire, etc., de manière à ce que et ça, c'est une règle générale. Globalement, c'est quand on commercialise un bien, on ne met pas juste un bien comme ça sur le marché tel qu'on l'a acheté. Voilà. L'idée, c'est de le rendre le plus marketé possible, entre guillemets, on va dire, parce que le marchand de biens, c'est un commerçant, c'est un marchand. Et donc, son métier, c'est aussi de vendre des produits qui va vouloir être le plus attractif possible pour son marché, pour les vendre le mieux possible. Et surtout, encore une fois, dans ces contextes où les taux d'intérêt sont très élevés aujourd'hui, donc quand vous avez un bien en stock un mois, ça vous coûte très cher et donc vous avez tout intérêt à le vendre un peu moins cher, mais à le vendre rapidement et donc à aller chercher de la liquidité sur le marché. Et donc pour ça, il faut faciliter la vie de vos acquéreurs. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que nous, tous les projets qu'on fait aujourd'hui, on essaie de rendre nos lots les plus sexy possibles. S'il y a un peu de démolition, de nettoyage, de désamiantage ou ce genre de choses à faire, on le fait. Ensuite, on fait systématiquement des devis travaux pour nos acquéreurs, pour les biens qu'on vend en état à rénover. On leur dit, voilà, on vous vend tel bien, il est dans tel état. Maintenant, on a les rapports d'expertise, on a les devis de travaux, on a évidemment du coup des projections faites par ma compagne, architecte d'intérieur. Et donc, en fait, on vend un petit peu le projet clé en main à notre acquéreur. Il va avoir un interlocuteur pour les travaux, éventuellement un architecte ou autre. Et donc, en fait, il peut vraiment se projeter. Et là, il faut vraiment, on n'est plus dans le contexte Covid où avant, on passait une annonce claquée sur le bon coin, on avait 50 appels et c'est bon, on vendait comme ça. Ça c'est clair que c'est fini. On a besoin de rendre le projet plus facile, de faciliter la vie de nos acquéreurs voilà, clairement le plus possible. Donc, on a ces sujets-là de vente à la découpe d'ensemble immobilier. On va chercher du coup à rendre les biens les plus sexy possibles. Et après, du coup, il y a ces fameuses opérations aussi de division parcellaire qui peuvent rentrer aussi dans le cadre d'ailleurs d'une opération de découpe d'un ensemble immobilier ou de vente à la découpe d'un immeuble. On peut avoir un immeuble avec un bout de terrain à côté. On a une opération comme ça qui est en cours. On est en train d'acheter un immeuble. Il y a 4 appartements. Bon, il y a des problèmes de gros œuvres. Et après, il y a des problèmes d'assainissement aussi. Bon, il y a tout un tas de soucis qui fait d'ailleurs que les investisseurs locatifs ne se sont pas positionnés sur cet immeuble. Et du coup, on a un résiduel constructible à côté. Donc là, on est en train de détacher le terrain, de faire des opérations de gros œuvres, de traitement d'humidité. On refait l'assainissement non collectif. Et du coup, on va revendre les lots à la découpe avec des devis de travaux et des projections de plan. Donc Voilà, là, donc, c'est des si j'ai opérations bien complexes. compris, tu mixes deux types d'opérations. C'est-à-dire que Ouais, l'immeuble, tu vas le découper lui-même
Et en Ouais. plus, tu détaches une parcelle que tu peux revendre pour faire construire une maison, un immeuble, j'en sais rien, autre chose, quoi. Exactement. Et du coup, pour, encore une fois, la revente du terrain constructible, c'est un terrain constructible qui est très contraint par les règles qui s'y appliquent à cause de l'assainissement. On est sur des vraies grosses problématiques d'assainissement. On n'est pas relié au tout à l'égout. Et donc là, par contre, on a dépensé pas mal d'argent d'ailleurs pour faire des études préalables pour déjà s'assurer que le terrain, il allait être effectivement constructible. Parce que si vous faites pas ça, vous achetez, en fait, vous vous rendez compte derrière que votre terrain n'est pas constructible, votre OP, voilà. Donc, en fait, vous avez aussi des étapes claires, d'où la nécessité de se former, de comprendre aussi quelles sont les différentes démarches à réaliser pour s'assurer que le terrain va être constructible. Et donc, on vend avec les études réalisées et la personne aussi par qui on passe, on va lui demander de prévoir un permis de construire. Comme ça, la personne qui va acheter, elle va avoir une proposition de permis de construire qu'elle pourra éventuellement faire modifier derrière. Elle aura aussi une estimation des coûts de construction de la maison. Elle aura toutes les études liées, l'étude géotechnique, l'AG1 et les études de Étude de perméabilité pour la sol. section, etc. Ouais, Ouais, parce que exactement. quand on vend un terrain, on est obligé de faire une étude de sol pour savoir en fait la qualité des fondations qu'il va falloir faire. Ouais, exactement. Et donc, on lui propose ce package clé en main et on lui propose aussi pour le financement de la mettre en relation avec une courtière qui est très professionnelle, qui bosse hyper bien. Et donc, voilà, on aide vraiment les gens en fait à acheter nos produits, quoi. Et puis après, il y a aussi d'autres types d'opérations plus hybrides sur lesquelles là, je suis moins familier. Un marchand de biens, il peut aussi intervenir sur des parts de SCI ou voilà, sur des projets un peu plus atypiques comme ça. Je peux vous en parler d'un que je connais bien, c'est quelqu'un avec qui on est en contact, qui lui, il fait zéro travaux. Il exerce à l'échelle nationale et en fait, lui, la manière dont il crée de la valeur, il va apporter de la liquidité à des personnes qui souhaitent vendre des biens immobiliers, mais qui sont contraints soit parce que ces biens, ils ont des problèmes juridiques, soit parce qu'ils sont dans des indivisions. Donc en fait, le cas typique, c'est une personne qui décède, du coup, ses héritiers, ils sont 5, 6, 10, peu importe, ils sont en indivision, du coup, ils ont un bien immobilier, et du coup, grosse mésentente. Donc, en fait, ils n'arrivent pas à parvenir à un compromis pour mettre le bien à la vente, soit parce qu'il y en a qui veulent le garder, soit parce qu'ils ne se mettent pas d'accord sur les prix, etc. Par contre, parmi les 7, 8 frères et sœurs, ou peu importe, en indivision, eh bien, il y en a, ils veulent absolument se débarrasser de ça, ils veulent sortir, ils ont besoin de récupérer de l'argent, etc. Lui, ce qu'il va faire, il va racheter les parts d'indivision de ces projets dans lesquels généralement les relations sont conflictuelles. Et du coup, il va tenir cette indivision-là. Alors évidemment, il a un niveau de trésorerie qui est relativement conséquent. Il peut se permettre de tenir les projets relativement longtemps. Et en fait, petit à petit, au fil du temps, il va racheter petit à petit, du coup, une par une, les parts d'indivision comme ça, des différents indivisaires, jusqu'à récupérer la pleine propriété du projet. Et donc, évidemment, lui, il aura acheté les parts d'indivision à des prix qui auront été relativement attractifs par rapport au prix du marché. Maintenant, c'est aussi, là, on est dans le risque suprême parce que si les indivisaires ne trouvent pas de compromis pendant 10 ans, en fait, il va garder le bien pendant 10 ans sur le dos. C'est de la sortie de trésorerie qui est directe pour lui. Donc, en fait, lui se rémunère comme ça. La solution qu'il apporte, la valeur qu'il crée, c'est la liquidité pour les indivisaires qui veulent sortir. Il les achète à des prix attractifs et après, il revend du coup le bien exactement dans le même état et du coup au prix du marché. Ok. Est-ce qu'il y a... Donc là, on a vu rénovation, vente à la découpe, division parcellaire. Je ne sais pas la dernière, comment tu vas l'appeler, mais en gros, part de SCI ou je ne sais pas. Enfin, Ouais. comment ça Des, s'appelle, je ne des, sais pas. des Ouais. opérations un peu plus hybrides, quoi. Ok, Voilà. opération hybride. Est-ce que tu vois d'autres opérations que classiques, on va dire, de marchand de biens? Ouais, après, ce qu'on peut voir aussi, c'est un peu moins classique, mais globalement, là, on nous a contacté, par exemple, cette semaine pour un immeuble sur Paris. Donc là, c'est pas mon secteur, mais c'est un montant qui est trop gros pour moi. Mais là, typiquement, c'est un vendeur qui a besoin de se débarrasser de son bien. Il a besoin de rentrer de l'argent rapidement. Je ne sais pas pour quelle raison, ça me regarde pas. Et il cherche à vendre un immeuble à Paris. Il a besoin de vendre là au mois de juin. Maintenant, son immeuble, en fait, c'est un immeuble qui est à démolir complètement pour refaire en entier. Donc, il a besoin nécessairement d'un permis de construire. Étant donné qu'il a besoin de récupérer ces fonds là tout de suite dans moins de 3 mois, il ne peut pas accepter en fait une condition suspensive d'acceptation et de purge des délais de recours pour un permis de construire. Donc en fait, là c'est un immeuble qui vaudrait aux alentours des 3 millions sur le marché. Maintenant, il est prêt à accepter une négociation relativement importante parce que lui, il a besoin de récupérer ses fonds. Et donc, on pourrait imaginer du coup un opérateur de marché qui viendrait faire une proposition un petit peu au rabais pour se rémunérer sur
à la fois le temps d'immobilisation de ses fonds, parce que cette opération, il ne va pas pouvoir la valoriser tant qu'il n'aura pas son permis de construire accepté, purgé de tout recours, qu'il aura fait ses travaux, qu'il aura vendu. Donc, ça veut dire qu'il va devoir tenir ses fonds. En termes de durée d'immobilisation, ça va être relativement long. Donc, ça, il doit se rémunérer pour ça et il doit aussi se rémunérer pour le risque qu'il prend de la durée, du fait que cette opération peut capoter ou autre. Et donc, là, voilà, là, on est sur des marchés où il n'y a plus vraiment de règles. On a quelqu'un qui a besoin de vendre et après, quelqu'un qui peut faire une offre en fonction du montant sur lequel il souhaiterait se rémunérer pour les risques qu'il prend sur cette opération-là. Voilà. Là, encore une fois, c'est des opérations qui sont un peu plus hybrides, mais on peut avoir ce genre de circonstances un peu atypiques, effectivement. Ok. Du coup, tu as parlé de off-market tout à l'heure, Ouais, c'est-à-dire de biens qui ne sont pas sur le bon coin. On va résumer ça ouais, comme ça. Comment un marchand de biens il trouve des bonnes affaires? ouais. Ça, c'est une excellente question. C'est une question qui est vraiment clé. La réalité, c'est que la plupart des opérations qu'on a trouvées, bah, franchement, elles sont sur le bon coin. Voilà. Ah putain, Et, tu viens de faire tomber un mythe. Je pensais qu'il y avait des petits secrets, il y avait des trucs cachés, des groupes secrets. Enfin, non, Ouais. bah non, en fait, Alors, c'est sur le bon. j'ai pas dit tout, j'ai pas dit toutes, mais la plupart des opérations qu'on trouve, je pense qu'elles sont sur des annonces en ligne. Et franchement, euh, là, l'immeuble qu'on est en train d'acheter, on nous l'a amené, on nous l'a présenté, mais le truc, ça faisait quasiment un an qu'il était en vente, quoi. Donc, le mythe de il faut forcément être maqué avec un agent IMO qui va tout de suite penser à vous et tout. Alors oui, c'est sûr, c'est mieux, mais Moi, des je pense, solutions. enfin, si je peux me permettre, Johan, il y a aussi le fait que toi, ça fait 2 ans que tu es marchand de biens. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que forcément, quand on est nouveau, entre guillemets, sur le Mm. marché, le réseau, bah, ça se construit avec les années. Et donc, forcément, toi, aujourd'hui, quand tu démarres, eh ben, ta source principale pour trouver des bonnes affaires quand on débute une activité de marchand de biens, ça reste les sites de petites annonces. Par contre, Ouais. je suis sûr qu'on fera l'interview dans 10 ans. Johan, il dira, mais moi, je sais même plus ce que c'est le bon coin. En fait, les gens, les agents immobiliers, après, ils te rappellent. C'est toujours comme ça. Et même dans le locatif, nous, c'est pareil. Moi, là, je suis sur un nouveau secteur. Je connais personne. Je regarde sur le bon coin, sur d'autres sites. Je trouve, j'appelle et bah voilà, cette opération-là, peut-être qu'elle se fera pas. Par contre, je dis, bah, est-ce que vous avez quelque chose d'autre qui va rentrer? Ah bah oui, j'ai peut-être quelque chose qui va rentrer. Ah ok, bah ça m'intéresse. Et boum, là, tout de suite, j'obtiens du off-market, mais parce que je suis passé tout simplement par le bon coin. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé, ça, Johan. Ouais, alors, et en fait, donc là, du coup, ton point est tout à fait pertinent. Maintenant, on nous envoie aussi, donc, ça fait 2 ans, du coup, que j'exerce mon activité. Mon activité, à 80% de mon temps, c'est de la prospection. C'est de la prospection, c'est maintenir le contact avec le marché, la connaissance marché et les relations avec les agents immobiliers qui, aujourd'hui, dans notre stratégie, sont nos principaux apporteurs d'affaires. On nous envoie toutes les semaines plusieurs biens qui sont off-market. Maintenant, monter une opération de marchand de biens, c'est relativement complexe. En fait, on a besoin d'avoir quand même beaucoup de planètes qui s'alignent. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure de la viabilité économique, qui est de plus en plus compliquée avec les phénomènes qu'on évoquait tout à l'heure, mais c'est pas la seule contrainte. On doit avoir aussi la viabilité technique, de pouvoir réaliser les travaux, les aménagements, etc., comme on le souhaite. On a une problématique de droit d'urbanisme, parce que parfois, pour réaliser votre opération, vous avez besoin de certaines autorisations d'urbanisme qui, vous pouvez vous faire bloquer pour des raisons, soit parce que clairement c'est contre le PLU, soit pour des raisons politiques, clairement. Hmm. On a pas mal d'histoires comme ça à ce sujet-là sur le blocage politique. Vous avez aussi besoin d'être en accord avec le droit privé qui est différent du droit de l'urbanisme. Typiquement, si vous êtes dans un lotissement, il se peut que votre lotissement, là on a le cas en ce moment, soit régi par un cahier des charges de lotissement dont 90% des colotis du lotissement n'ont pas idée de la connaissance. Et donc, vous devez faire ce travail de creuser en amont pour aller chercher s'il y a des éléments de droit privé qui s'appliquent sur votre projet. Le droit privé, contrairement à d'autres éléments, ne se périme pas dans le temps. Et là, on a le cas sur une opération où, en fait, on a découvert qu'on a un cahier de lotissement, un cahier des charges de lotissement de 1960 dont personne n'avait connaissance qui bloque notre projet. Donc, droit privé, viabilité technique, économique. Voilà. Donc, en fait, vous avez vraiment beaucoup de planètes qui doivent s'aligner. Et dans les faits,
je pense que la réussite aussi de l'activité dans le fait de trouver des opérations, elle doit passer par l'intensité que vous mettez dans les phases de prospection. Vous ne pouvez pas trouver des opérations viables en passant 1 heure sur le bon coin une fois par semaine et un petit coup de fil par-ci par-là. Nous, notre activité, quelle qu'on la voit aujourd'hui, c'est 80% de notre temps, donc on est deux à temps plein dessus. En équivalent de charge, on a 80% de notre temps, c'est de la prospection, de l'étude de projet, des visites, poser les chiffres, études de viabilité de l'opération, etc. Et 20% après de gestion de l'opération, du coup on délègue tout. On délègue aux artisans, aux géomètres, aux agents IMO, aux notaires, etc. T'as une Et voiture donc, alors maintenant? ah ouais, bah putain, ça m'a changé la vie, c'est clair. Ah oui, c'est impossible. Franchement, sinon c'est impossible. On fait beaucoup de kilomètres, ouais, ça c'est clair. On Ok. déborde. Mais ouais, effectivement. Et du coup, pour revenir au point, on nous envoie beaucoup d'opérations clairement en off-market. Généralement, ce qu'on voit quand même, alors. Je pense qu'il y a un peu, si on veut être binaire, deux types d'opérations off-market. Soit il y a vraiment les très bonnes affaires, et donc du coup, on veut nous les envoyer pour nous en faire profiter dans le cadre d'une relation un peu privilégiée qu'on a avec un agent immobilier. Ça, c'est ce que clairement on vise tous. Maintenant, les agents immobiliers, c'est pas des marchands de biens. Et donc, parfois, ils vont vous amener une affaire qui, sur le papier, fonctionne bien. Vous allez l'étudier et par votre expertise de montage d'opérations marchand de biens, vous allez voir qu'il y a des couacs, qu'il y a des éléments qui n'avaient pas été anticipés. Et après, l'autre type d'opération qu'on reçoit beaucoup en off-market, c'est des opérations qui sont un peu atypiques, soit parce que on nous envoie par exemple des opérations, des biens qui font l'objet de syndrome de Diogène, vous savez, où le bien est saccagé, où il y a eu des incendies, où il y a des problèmes de gros œuvres, des problèmes juridiques ou autres. Et donc, en fait, les agents immobiliers savent que s'ils envoient ce bien sur les annonces, en fait, ils vont être pollués de touristes qui comprennent pas, l'opération va pas mener. Ouais. Donc, ils préfèrent gagner du temps et juste envoyer les dossiers à un nombre d'interlocuteurs professionnels qui savent être pertinents et qualifiés. Ok, super. Donc au final, commencez par chercher le bon coin, rencontrer des agents immobiliers, Ouais. discuter avec eux, expliquez-leur ce que vous faites, ce que vous recherchez, et puis lâchez pas l'affaire, quoi. Ouais, Euh, exactement. Et donc, juste un dernier mot, du fait qu'on a réalisé vraiment que la réussite de notre activité, ce qui allait être déterminant, c'était l'intensité qu'on allait mettre dans la prospection. On s'est dit, OK, il nous fallait des indicateurs là-dessus. Donc, en fait, on s'est fixé des objectifs hebdomadaires sur le nombre de projets qu'on étudie, le nombre de visites qu'on fait et le nombre d'offres qu'on fait. Et globalement, je pense que le taux de transformation entre un projet qui aura été présélectionné, jugé comme étant pertinent, et jusqu'à ce que on aille au compromis et in fine à l'offre d'achat, il est de l'ordre de 1 à 5%. Donc, ça veut dire que vraiment, vous avez besoin de passer des centaines de projets en revue, d'étudier des centaines de projets pour étudier une opération qui va vraiment in fine pouvoir être économiquement, enfin viable selon tous les critères qu'on a évoqués au précédent, quoi. ok. Est-ce que tu as des outils que tu utilises pour faciliter ta prospection ou est-ce que non, c'est… Alors, aujourd'hui, on n'utilise pas d'outils. Je sais qu'il y a des outils qui existent, notamment pour la prospection foncière. On a voulu garder la chose simple. Globalement, on utilise un petit peu tout le temps les mêmes sites. Bon, déjà, du coup, avec mon associé, on utilise évidemment la suite Google Drive, hein, on se partage tous les fichiers. Ouais. On a notre trame, du coup, de calcul de rentabilité d'opération. Et après, du coup, on va chercher les documents d'urbanisme. On va systématiquement lire dans son entièreté, et ça, c'est important, le PLU pour vraiment avoir connaissance de tous les enjeux. Et après, bon, Géoportail pour regarder le Ouais. cadastre. Voilà, on est assez artisanal là-dessus. Je sais qu'il y a des solutions qui existent. Voilà, aujourd'hui, on n'est pas vraiment là-dedans. On utilise, on va dire, les sites un petit peu Mm. que tout le monde utilise, les Je, Talab, je etc. re- je reviens sur un point. Justement, tu dis que tu es sur un secteur quand même d'entre 1 heure et demie autour de chez toi. Mais du coup, le nombre de villes qui est du coup important, parce qu'1 heure et demie, ça te fait un gros cercle. Ouais, Le nombre de PLU différents qu'il faut connaître, c'est ça qui complexifie les choses. Alors que quand on est sur ouais. sa ville, on connaît sa ville, on connaît le PLU entre guillemets presque par cœur, enfin en tout cas les points clés. Du coup, ça permet de gagner du temps, quoi. Alors qu'à chaque fois, si tu vas sur une nouvelle ville, il faut te retaper le PLU à décortiquer et ça, bah, c'est des heures et des heures de boulot, quoi. Faut pas. Ouais, complètement. En gros, du coup, ça, voilà, ça a été un petit challenge, on va dire, au début, justement, de vouloir multiplier les zones. Je pense qu'il faut trouver un juste milieu entre le nombre de zones sur lesquelles on est prêt à opérer et voilà, pas s'étaler non plus sur trop de zones parce que vous n'allez pas suffisamment les connaître et ne pas suffisamment connaître ces zones, c'est ça qui est dangereux. Globalement, là, aujourd'hui, on a 4 zones sur lesquelles on est actif des agglomérations. Mm. Donc maintenant, on commence à les connaître, on connaît le marché, on a plein de projets qu'on a étudiés déjà sur chacune de ces zones. Donc, du coup, on peut aller se reporter sur les différents projets qu'on a étudiés. Et ça, c'est hyper important parce que du coup, sur chaque projet
qu'on étudie, chaque dossier qu'on étudie, on capitalise sur les éléments de marché qu'on a récupérés auprès des agents IMO, auprès Ah oui. de l'urbanisme, etc. Et ce qui fait que maintenant, le fait de travailler sur 4 zones, même si elles sont un peu étendues, on a quand même des éléments qu'on peut récupérer à chaque fois, on n'avance pas à l'aveugle. Yes. Justement, est-ce qu'on peut, à ton avis, être marchand de biens partout en France? Donc, toi, tu es sud-ouest. Est-ce que quand on habite à Paris, quand on habite dans des grandes villes qui coûtent cher, dans le nord, dans le sud, est-ce qu'il y en a partout des marchands de biens? Ouais, des marchands de biens, il y en a partout en France. Maintenant, ce qui va être important, c'est de vous adapter à votre marché. Encore une fois, vous êtes un marchand et votre objectif, c'est de mettre sur le marché des produits que votre marché va demander au prix que votre marché va vous demander. Si vous allez dans une zone très cotée où vous allez vendre à des cadres plus qui sont en train de s'installer en famille et que vous vendez un T3 tout pourri à rénover, voilà, ça va pas marcher. Et de la même manière, si vous faites un bien trop haut de gamme et du coup que vous allez vendre trop cher dans une zone où il n'y a pas la demande pour, ça ne va pas marcher non plus. Donc en fait, le grand principe, c'est d'aller proposer des biens qui correspondent à la demande de marché. Maintenant, dans les faits, généralement, on voit quand même que c'est plus compliqué de monter des opérations de marchand de biens dans des zones où le prix au mètre carré est relativement faible. Pourquoi? Parce que sur une opération, vous allez avoir des frais fixes, géomètres, éventuellement travaux ou autres à mener, coûts Enedis, compteurs, etc. Et donc, ces frais fixes, vous avez besoin de les amortir dans tous les cas dans l'enveloppe globale de votre opération. Si vous divisez une maison à 1 million d'euros, votre compteur Enedis, il va vous coûter, j'en sais rien, l'installation électrique, peut-être 5 à 10 000 euros si vous devez refaire un bout d'installation électrique, etc. Du coup, ça va représenter une part de votre coût de revient qui est marginale. Si vous faites une opération sur un appart à 50 000 euros que vous divisez en deux, bon, bah, le compteur Enedis, tout de suite, c'est 10%, 20% du coût de l'opération. Donc, généralement, ouais, nous, les zones à moins de 2 000 euros le mètre carré, on ne les étudie pas trop. Ouais, c'est marrant parce que c'est exactement ce que j'ai constaté. Moi, pour avoir de la rentabilité, c'est-à-dire au moins du 10%, trouver des immeubles à 10%, je recommande d'être en dessous de 2 000 euros du mètre carré. Hmm. Et toi, tu dis au-dessus de 2 000 euros du mètre Ouais. carré, du coup, il faut plutôt faire de l'achat-revente. Donc, en fait, ça, c'est des très bons indicateurs à avoir en tête en fonction de où est-ce que vous êtes, quel type d'opération est le plus intéressant. OK. Alors, en ce moment, tu l'as dit, on en a un peu parlé, il y a les taux d'intérêt qui ont remonté. Alors, toi, tu dis qu'ils sont très élevés. Je modère un petit peu. Quand j'ai démarré l'immobilier en 2015, ils étaient au même Ouais. niveau que ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, c'est pas non plus du 15-20% pour l'instant, en tout cas, mais c'est sûr qu'ils ont remonté par rapport à il y a quelques mois, on va dire avant le Covid, où on était à des taux records, mais c'est les taux de l'époque qui étaient anormaux, en fait. Là, les taux qui sont Ouais. aujourd'hui pratiqués sont plutôt standards, en fait. Ouais, alors Euh, juste une petite parenthèse pour les marchands ouais, de biens, les crédits marchands de biens, on n'en a pas parlé, sont différents du coup par rapport au locatif. Vous allez emprunter du coup avec ce qu'on appelle des crédits in fine, c'est des crédits où vous allez rembourser simplement les intérêts du coup le temps du projet et vous avez 2 ans pour rembourser votre ligne de crédit. Et ça du coup, du fait que la banque vous sort le capital moins longtemps par rapport à un crédit amortissable, la banque sur un crédit amortissable, vous allez lui payer ses intérêts pendant 20-25 ans. Donc en fait, vous allez avoir des taux d'intérêt qui vont être plus faibles. Là, la banque, sur 2 ans, elle a besoin de se rémunérer du coup sur l'argent qu'elle vous prête. Et donc, vous allez avoir des taux qui sont plus importants. Le taux sur un crédit marchand de biens, in fine, il se calcule généralement par rapport au taux Euribor. Euribor. Alors, nous, on emprunte par rapport au taux Euribor 12 mois. Le taux Euribor, c'est le taux auquel les banques, en gros, dans le système monétaire, s'échangent les fonds entre elles, se argent. prêtent les fonds entre elles. Nous, là, le dernier prêt qu'on a fait, c'est pas les conditions qui étaient les moins chères, mais pour d'autres raisons, ça nous a arrangé de passer avec cette banque. On a emprunté sur taux Euribor plus 12 mois, c'est-à-dire qui est de l'ordre de 3%, plus 4 points, plus 1% de frais d'engagement. C'est-à-dire qu'en gros, on a emprunté à 8% annuel. Et donc, vous savez, tout à l'heure, je vous disais, une opération de marchand de biens, on cherche globalement une marge de l'ordre de 20% du coût de revient. Maintenant, vous comprenez bien que si vous cherchez une marge à 20% du coût de revient, mais que derrière, vous avez 8% du coût du capital annuel, si vous gardez votre projet un peu trop longtemps sur les bras, très vite, la marge, les intérêts bancaires vont venir grignoter votre marge. Quand tu parles de frais d'engagement, c'est quoi? C'est les commissions d'engagement. En fait, c'est juste des frais supplémentaires, en gros, si vous empruntez à Euribor 12 mois plus 4%, en fait, vous empruntez Euribor 12 mois plus 5% quoi, pour faire. Donc, ça te rajoute 1% sur c'est Ouais, des frais, quoi. OK. ouais, globalement, c'est ça. Donc, ouais, je disais le contexte, les taux qui remontent.
Et oui, juste avant, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur comment faire financer une activité de marchand de biens quand on débute, on a fait une autre interview avec Thomas Dancé. Je vous mettrai le lien dans la description ou vous cherchez sur la chaîne YouTube, vous verrez. On va dans le détail sur ce sujet-là. Les taux d'intérêt qui montent, les coûts des matériaux qui ont explosé, là c'est le bon mot. Est-ce que c'est le bon moment pour se lancer, Johan? Ouais, ça c'est une excellente question et Je pose que la des réponse questions est excellentes, c'est gentil. ouais, non mais oui, c'est vrai, elles sont pertinentes en effet. La réponse c'est qu'il n'y a pas de meilleur moment pour se lancer, franchement. Aujourd'hui, on est dans un marché qui est ce qu'il est. Ce qui est important, c'est de prendre connaissance, d'être au fait de comment se comporte le marché, quelles sont les tendances vers lesquelles on se dirige en termes de taux, d'accords de prêt bancaire, etc. Et de jouer, encore une fois, avec les cartes du jeu. Il y a quelques années, c'est clair, on avait des taux qui étaient hyper bas. Maintenant, on avait aussi un marché immobilier qui était beaucoup plus tendu à l'achat, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de concurrence, c'était difficile d'accéder aux biens, on n'avait aucune visibilité parce que les vendeurs, ils voulaient vendre des biens, leurs biens à des prix qui étaient hyper élevés et ça partait. Et nous, en tant que marchands de biens, on a besoin encore une fois de se projeter sur plusieurs mois, sur des ventes plusieurs mois après. Et on peut pas, enfin, c'est compliqué pour un marchand de biens d'exercer dans un marché qui monte en flèche, clairement. Aujourd'hui, on a un marché qui est stabilisé. On le sent beaucoup plus de poids en tant que marchand de biens quand on fait une offre, quand on échange avec les acquéreurs qu'auparavant, parce qu'eux-mêmes ont beaucoup moins d'offres. Peut-être que certains d'entre eux ont des contraintes, ils ont besoin de vendre plus rapidement. Et donc, on est dans un environnement de marché qui est changeant, qui n'est pas évident, mais je ne sais pas, j'ai pas assez d'ancienneté, mais je pense que le marché vraiment cadeau, il n'a jamais forcément existé, ou peut-être dans les années 90, j'en sais rien. Euh, voilà, on est dans un environnement de marché qui est celui qui est aujourd'hui, et il y a des opportunités de marché, clairement, qui existent. Il y a des opportunités de marché parce que les gens ont peur de faire les travaux aujourd'hui. Ça les fait flipper de manière phénoménale, on le sent, les particuliers. Donc, aujourd'hui, si on trouve une opération viable économiquement en faisant les travaux, ben là, il y a vraiment quelque chose à faire. On a des gens qui, là, on est sur un dossier, un immeuble, le propriétaire, ça fait 5 fois que sa vente elle pète, il n'en peut plus. Il a envie de vendre son immeuble. Voilà. Et là, nous, là-dessus, on a une carte à jouer parce que les conditions de financement d'un marchand de biens sont différentes de celles d'un particulier. Et donc, on peut apporter du coup de la réassurance par rapport à nos vendeurs sur le fait que nous, on va se faire financer en tant que marchand de biens. Ça, c'est une vraie possibilité. Maintenant, la contrepartie de ça, forcément, c'est que bah, si vous avez un peu plus de facilité à acheter, derrière, vous allez avoir un peu plus de mal à vendre. Et ça, du coup, il faut le pricer. Mais pour répondre à ta question, on est dans un environnement qui n'est pas forcément évident, mais il y a une vraie épingle du jeu à tirer. Ouais, il y a toujours une place à prendre à partir du moment où on se positionne correctement. Les opérations qu'on est en train de réaliser aujourd'hui, on a du mal à les trouver. Ça nous a pris plusieurs mois de prospection intense, mais ce sont vraiment de belles opérations, à la fois en termes économiquement, on dégage des marges qui sont très intéressantes, et aussi en termes de valeur créée pour notre vendeur et aussi nos acquéreurs derrière. C'est des opérations franchement qu'on est fiers, sur lesquelles on est fiers de communiquer, qui nous font faire de belles marges. Ouais, il y a encore des choses à faire, c'est clair. Et moi, j'ai envie de te dire un truc tout simple, c'est est-ce que tous les marchands de biens de France ne feront pas d'opération en 2023? Je ne pense pas. Je pense il y aura toujours, comme tu dis, il y a toujours des opportunités. Par contre, il faut, comme tu dis, être au courant de l'évolution du marché et être encore plus exigeant dans des phases où l'immobilier soit stagne, soit baisse. Parce que forcément, quand vous achetez et que ça baisse, bah, vous ne savez pas jusqu'où ça peut baisser, vous ne savez pas à quelle la pente, le coefficient de la pente. Et donc, les opérations, plus vous allez vite dans une opération de marchand de biens, plus vous réduisez le risque de justement voir le marché fluctuer. Ouais, tout à fait. Et du coup, par rapport à ce point, effectivement, quand on fait nos prévisions de renta sur nos projets, il y a un côté quand même énormément incertain parce que au moment où on va faire nos prévisions, déjà le prix de vente, c'est jamais quelque chose qui est certain, même si, même en partant de l'hypothèse que les conditions de marché vont rester identiques, le prix de vente n'est jamais certain. Maintenant, en plus, dans plusieurs mois après, on sait encore moins comment ça va se passer. Mm. Le coût des travaux, il y a toujours des aléas. Je pense que vous le savez en tant qu'investisseur. Donc en fait, on n'est pas à chercher si on est à 21,6 ou 22,2 de renta, on s'en fout. On veut savoir si on est plutôt proche des 20% avec un risque de déraper vers le 15, ou si on est plutôt proche du 25, 30, voire même 35%. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà. Et c'est l'évaluation de risque de manière globale. Et c'est pour ça que je pense, on connaît aussi des gens qui travaillent avec des tableurs. Putain, chaque projet, c'est un truc, c'est une usine à gaz à faire tourner. Pour nous, il n'y a pas trop d'intérêt, quoi. On veut globalement savoir si on se situe plutôt au 20 ou plutôt au 30, et parce que vous avez toujours une part d'incertitude, ça c'est clair. Alors, quels sont pour toi
les 3 erreurs à éviter quand on veut se lancer. S'il y a des gens qui nous regardent et se disent ouais, moi j'ai envie, vous êtes encore là, mettez un pouce si vous êtes encore là, bravo, félicitations. Quelles sont les 3 erreurs à éviter selon toi quand on veut se lancer en tant que marchand de biens? Je pense que la plus grande erreur, c'est d'appréhender l'activité marchand de biens de la même manière qu'on appréhende l'activité locative. Voilà. Et je pense qu'il faut vraiment se mettre en tête que ce sont deux activités complètement différentes. Vous n'allez pas avoir le même marché, pas les mêmes risques, pas les mêmes responsabilités, pas les mêmes systèmes de financement. Les règles du jeu sont complètement différentes, ça c'est clair. Et donc, euh, juste formez-vous dans des formations spécialisées marchands de biens ou auprès de marchands de biens qui ont un peu d'expérience, qui savent de quoi ils parlent, qui font les choses proprement. Voilà, juste soyez conscient que c'est pas les mêmes règles du jeu, quoi. Ensuite, se lancer dans une activité de marchand de biens sans forcément se connaître soi-même, parce qu'encore une fois, on en parlait tout à l'heure, pour moi, c'est être un marchand de biens, c'est avant tout être entrepreneur avec tout ce que ça implique. Et donc, vous avez besoin d'avoir une appétence au risque suffisante. Si vous partez du principe que votre opération de marchand de biens, elle va se dérouler comme sur votre Excel, comme vous l'aviez prévu, à l'euro près, et que du coup, vous allez puiser dans l'entièreté de votre stock de trésorerie parce que c'est bon, ça suffit pour mener l'opération. Franchement, je pense que ça, c'est pareil, c'est une manière d'aller droit dans le mur. Une opération de marchand de biens, il y a plein de problèmes que vous n'avez pas en locatif et que vous pouvez pas toujours anticiper non plus. Et votre métier, du coup, ça va être de régler ces problèmes. Donc, vous avez besoin d'avoir une appétence au risque et aussi avoir du temps et de la charge mentale à dédier à l'opération. Ça, c'est clair. Et après, un fonds de trésorerie aussi. Une opération de marchand de biens, c'est gourmand en trésorerie, à la fois parce que la banque demande généralement, vous en avez certainement parlé avec Thomas Dancé, entre 15 et 30% en fonction des OP, on va dire, pour la plupart des opérations. Donc, vous avez besoin déjà de mettre des sous en apport dans votre opération. Maintenant, vous avez aussi besoin d'avancer des fonds. Alors, vous ne savez même pas si votre OP va être réalisé derrière. Vous avez besoin d'avancer des fonds pour des études, pour les géomètres, pour les permis de construire, avant même de signer votre acte authentique. Et du coup, peut-être que votre OP capotera pour des raisons différentes. Et donc, vous aurez perdu ces fonds-là. Et après, une fois que vous aurez avancé vos fonds, que vous aurez sorti votre trésorerie pour votre apport, derrière, pendant l'opération, vous allez avoir des imprévus, vous allez avoir de la trésorerie à avancer, parce qu'entre le moment où vous allez payer vos factures et vous faites rembourser par la banque pour un peu qu'il y a un problème, voilà, en fait, vous allez devoir besoin de sortir beaucoup de trésorerie. Donc, en fait, vous avez besoin clairement d'avoir un vrai fonds de trésorerie derrière ou comme c'est le cas de ce que j'ai fait avec mon frère pour ma première opération, de vous associer avec quelqu'un qui est capable de supporter, qui a les épaules financièrement pour l'opération. Du coup, pour la petite histoire, sur ma première opération, du coup, j'avais, je vous disais tout à l'heure, à peu près 60 000 euros de côté. Maintenant, j'ai pris la décision de faire rentrer mon frère dans la SAS qu'on a créée pour lui demander d'apporter les fonds. L'apport qui nous était demandé de réaliser, c'était à peu près ça, c'était à peu près 50-60 000 euros. Sur le papier, j'avais de quoi réaliser l'apport, mais du coup, par sécurité, j'ai préféré faire rentrer mon frère qui a réalisé l'entièreté de l'apport. Et moi, mes fonds, je les ai conservés en fonds de trésorerie, fonds de roulement, absorber les imprévus, etc. Et en fait, si j'avais pas fait ça, j'aurais dû aller chercher des fonds à côté. Parce que en termes de timing de sortie de trésorerie, je pense qu'au pic de l'opération, on a eu des retards en fait pour se faire payer par la banque. Et je pense qu'au pic de la sortie de l'opération, on devait avoir à peu près 90 000 euros de sortie. Donc, ça veut dire que moi, j'avais 60 000 euros, ce qui est suffisant sur le papier pour faire l'apport. Mais en fait, voilà. Dans la réalité, tu as dépassé de quasiment 50%, quoi. Ouais. Et encore, on n'a pas eu d'imprévu. Hein. De trop gros imprévus. Ouais, c'est ça. Donc pour répondre à ta question, c'est formez-vous sur le marchand de biens. C'est une activité qui est différente. Soyez conscient que c'est une activité quand même à risque qui va prendre de la charge mentale. Il faut avoir du temps pour pouvoir traiter ça. Si vous faites en parallèle de votre CDI, que vous êtes débordé et que vous faites du 8h, 20h, ça va être aussi compliqué. Et ayez des fonds de côté. Ouais. Super, merci beaucoup. Écoute, je te laisse le mot de la fin. Johan, qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui nous écoutent, qui voudraient se lancer, voilà. L'activité marchand de biens, c'est une activité qui, à mes yeux, franchement, est formidable. Moi, du coup, j'ai bossé 5 ans, comme je vous disais, dans le privé avant d'exercer cette activité à mon compte.
et c'est la première fois de ma vie que je ressens vraiment ce sentiment de OK, là je suis dans la bonne voie, j'ai pas envie de faire quoi que ce soit d'autre. Je suis passionné par mon activité et voilà, c'est parti. Donc franchement, il y a de belles choses à faire, c'est clair. Chaque projet, c'est aussi une vraie leçon d'humilité parce qu'on apprend énormément et même je vois des marchands de biens qui ont 20 ans d'expérience et sur chaque opération, ils apprennent encore beaucoup. Donc c'est une aventure qui est formidable. Le métier de marchand de biens, c'est aussi un métier de chef d'orchestre. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas d'être artisan, on ne vous demande pas d'être juriste, on ne vous demande pas d'être notaire. Par contre, vous devez avoir des notions dans tout un tas de secteurs, comptabilité, etc. Et pouvoir interagir avec des interlocuteurs. C'est-à-dire que le matin, on va parler d'assainissement sur le chantier et l'après-midi, on va parler d'émissions d'emprunt obligataire avec un financier. Et du coup, c'est aussi un métier qui est hyper enrichissant de par justement ces différentes interactions, qui est passionnant. Il y a de belles choses à faire. Clairement, on peut très très bien gagner sa vie en tant que marchand de biens. Voilà, maintenant il y a un tas de précautions. Je pense qu'il faut faire les choses aussi proprement. C'est une belle activité et c'est aussi, on l'oublie souvent parce que les gens qui parlent du métier de marchand de biens ne le mettent, enfin généralement ne le connaissent pas. C'est un métier qui reste noble, surtout aujourd'hui dans un contexte de crise du logement où les gens, on le ressent vraiment, ont du mal à se loger. Le rôle d'un marchand de biens, c'est d'entretenir le parc immobilier ancien national pour justement proposer du logement, mettre du logement sur le marché. Et ça, les gens l'oublient souvent. Ils ont tendance à cracher sur le marchand de biens qui est un méchant spéculateur, alors qu'en fait, le promoteur, lui, son rôle, ça va être de mettre sur le marché des logements neufs. Le marchand de biens, ça va être de mettre sur le marché des logements anciens, du coup viabilisés, habitables, etc. Donc, il y a aussi une vraie valeur quand même dans son essence même du métier qui est noble. Sinon, c'est un métier qui, c'est clair, qui n'existerait pas. Et donc, voilà, je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut être fier. Nous, aujourd'hui, c'est des vraies questions qu'on s'est posées au début. Est-ce qu'on se présente en tant que marchand de biens ou pas? Au début, c'est clair qu'on ne le faisait pas parce que clairement, il pouvait y avoir des réticences ou des mauvais a priori. Aujourd'hui, on se présente en tant que marchand de biens. On est fier de se présenter en tant que tel et on est fier aussi d'expliquer pourquoi on est fier d'être marchand de biens. Voilà. Donc, Bah, c'est une belle activité que je peux vous amener, que je peux vous inviter à découvrir. en tout cas, merci Johan pour avoir partagé ce temps avec nous, d'avoir partagé ton expérience, de voir aussi que ben, tu as des valeurs et que tu as une vraie envie et un pourquoi sociétal aussi. C'est pas juste pour gagner de l'argent, il y a aussi cette valeur et ça, j'apprécie beaucoup. Et puis, ben, voilà, si vous voulez en savoir plus et avoir d'autres interviews, c'est le moment de la pub, vous vous abonnez à la chaîne et puis comme ça, vous verrez d'autres interviews d'investisseurs inspirants comme celui de Yuan. À bientôt.